Alors comme vous le savez, 2 expertises historiques à la française, et l'immobilier et l'obligataire. Donc bien évidemment les deux. Eh bien, je ne vais pas forcément être très original, mais je dirais les deux, c'est-à-dire rendement global 2028 pour profiter de la duration et crédit innovation pour bénéficier de la convexité, de la baisse des taux d'intérêt. Eh bien, 2 défis. Le premier, c'est étoffer notre gamme de produits, notamment de nos fonds à échéance, en espérant que le crédit continue sur cette lancée en 2024. Et puis, évidemment, un partenariat stratégique avec Norcia qu'on espère fructueux sur cette année. Côté immobilier à la française, une année faite effectivement de défis. Côté société civile, SC, apporter la réassurance qu'attendent les partenaires. Et vous le verrez notamment sur Multimo, on a des choses à vous expliquer et à vous raconter pour vous donner un peu de perspective. Et sur les SCPI, des thématiques qui nous semblent être en ligne avec les attentes de vos clients. La thématique santé avec le fonds LF Avenir Santé. Et puis bien évidemment la thématique LF Opportunité Immo qui surfe sur la logistique en France et en Europe. Et elle est sortie de la loge maquillage, elle nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Virginie Guyot. Bonjour. Bonjour. Oh voilà, vous voyez, là les applaudissements fusent immédiatement. Ouais. On est heureux de vous recevoir, on est vraiment très heureux. C'est pas tous les jours qu'on a une légende qui est en plateau. Si, non, pas de fausse modestie. Vous avez été la première femme leader de la patrouille de France, on va en reparler. C'est sans doute ce qui est le plus spectaculaire, mais pas seulement, parce qu'en relisant votre biographie ce matin, vous avez aussi été une pilote de chasse pendant longtemps, et vous avez été, je crois, la première qui a été engagée sur des opérations extérieures, sur des conflits, notamment l'Afghanistan, si je ne dis pas de bêtises. Donc nous avons une femme de premier ordre, pardon, d'ailleurs l'expression est stupide sur ce plateau, et on est vraiment ravis de vous recevoir. Je suis sûr d'ailleurs que Philippe, tu as un mot à dire. Bah oui, effectivement, on est content de vous voir parce que c'est toujours la recherche de l'excellence. On parlait d'innovation tout à l'heure, d'être les premiers ou la première à faire ce genre d'activité. Donc du coup, on est content d'avoir votre témoignage et j'espère bien évidemment qu'il va inspirer tout le monde puisque c'est bien l'objectif de l'université. Et d'inspirer le monde. Il va inspirer tout le monde. On revient un tout petit peu sur votre parcours avec quelques jalons simples, quelques étapes simples. Je crois d'abord qu'il y a eu, et on l'imagine, un baptême de l'air déclencheur pour vous. Racontez-nous. Oui, c'est ça, c'est ce qui m'a vraiment donné envie en fait de faire ce métier. C'est que quand j'étais en 4e, j'avais 12 ans, j'étais en pension dans un internat et on nous a proposé un dimanche un baptême de l'air et moi j'avais jamais volé de ma vie, même pas d'avion de ligne. D'ailleurs, j'ai jamais volé jusqu'à rentrer dans l'armée de l'air après, à part ce baptême de l'air. Ah bon? Oui, jusqu'à mes 20 ans, j'avais jamais pris l'avion de ligne ni rien. Donc juste ce baptême de l'air en fait. Donc vous faites un baptême de l'air Ouais. et ensuite jusqu'à 20 ans, jusqu'à arriver quand même dans le sein des saints, vous Jamais ne volez volé. pas. Non. Jamais. Non, c'est juste ce baptême de l'air j'ai trouvé ça magique en fait, même si c'était pas dans des super conditions, dans le Morvan, j'étais en place arrière, mais j'ai trouvé ça incroyable et j'ai décidé de devenir pilote. Je savais pas trop encore pilote de quoi. Ouais. Et, Hélicoptère au début, je crois, non? Ouais, alors ouais, effectivement, parce qu'en fait, bon, moi je suis un peu la génération Top Gun aussi, donc j'ai vu pas mal ce film Ah Top ouais. Gun 1. On n'osait pas en parler Voilà. parce que Non, ben, moi, je ça nous semblait trop facile. Mais... Non, mais c'est vrai, je suis vraiment la génération Top Gun, mais en fait, bon, ce film est chouette, mais en fait, il montre aussi que ça paraît un peu inaccessible et c'est qu'une élite qui a accès à ce genre de métier. C'est la raison pour laquelle je m'étais d'abord dirigée vers pilote d'hélicoptère parce que ça me paraissait plus accessible, peut-être plus facile, alors que c'est certainement pas vrai, mais bon, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, mon père était aussi passionné d'aviation. Alors lui, était dans Le l'armée. père de Tom Cruise l'était aussi, il me semble. Oui, J'ai bien c'est suivi vrai. le film. Sauf qu'il est de l'armée de terre. Ouais. C'est un bifin, votre père. Mon père est un bifin parce qu'il est daltonien, donc il a jamais pu le faire. Ah, Et du coup, et en c'était fait, son rêve contrarié que vous avez Ouais, alors, réalisé. oui. En tout cas, il n'a jamais piloté non plus, mais c'est vrai que bon, lui, il a fait Saint-Cyr, il a une très belle carrière. Il est fils de paysan, donc il n'y a pas de longue tradition militaire chez nous. Mais par contre, il nous trimballait beaucoup sur les meetings aériens. Et du coup, moi, j'ai très vite été fascinée par les avions de chasse. Et puis, en parallèle, en fait, mes parents étaient très attachés au devoir de mémoire et ont ponctué notre éducation de la visite de nombreux lieux historiques, comme les tranchées à Verdun, les plages de débarquement. Je pense qu'on a fait toutes les citadelles de les Maginot. Plein de choses comme ça, les cimetières militaires. On n'a pas fait que ça, mais on a fait pas mal de choses comme ça. Et finalement, même si on râlait sur le coup avec mes frères et sœurs, en fait, ça nous a quand même transmis des valeurs de courage, de sens du sacrifice, d'engagement pour quelque chose qui nous dépasse en fait en tant qu'individu, pour un idéal. Et en fait, petit à petit, tout ça, ça m'a
c'est devenu très naturel pour moi de m'orienter vers le métier de pilote militaire parce que je voulais vraiment voilà, me rendre utile pour mon pays et c'est comme ça que ça a commencé. Bon, mais il y a eu ce baptême de l'air en 4e, donc vous aviez 13 12 ans, ans, quoi, ouais. 12-13 ans, très bien. Ensuite, étudiante brillante, vous n'avez toujours pas repris l'avion, mais vous rentrez en maths sup. Ouais. Racontez-nous entre maths sup et puis l'école de l'air. Ah bah, 3 ans de maths sup parce qu'en fait, ma première maths spé, du coup, j'ai eu que Saint-Cyr et l'école navale et moi, je voulais l'école de l'air. Elle n'a Non, eu mais que Saint-Cyr et non, ce que l'école je voulais navale. dire, c'est que Oh, c'est grotesque. je hein, ne vais pas le franchement. dire comme ça. Ouais. J'ai Et eu en que fait, Saint-Cyr. C'est pas ce qui m'intéressait. Du coup, j'ai redoublé ma maths spé pour avoir l'école de l'air, qui est l'école des officiers de l'armée de l'air. Hein, c'est l'équivalent de Saint-Cyr, mais pour l'armée de l'air, qui est située à Salon-de-Provence. Voilà. Donc, c'est ceux qui ont fait des classes prépa le savent. Hein, c'est beaucoup de travail, on va dire. J'imagine la réaction de votre papa quand vous avez refusé Saint-Cyr. Il vous a dit Ouais. quelque chose ou pas? Non, non, je crois pas, non, parce que lui, non, pas du tout. Lui, il était très content que je me rende vers l'armée de l'air, et puis tant que j'avais pas ce que je voulais, ça lui paraissait ok. Donc c'est vrai que ça n'a pas marqué, donc c'est que c'est bien passé. D'accord. Bon. Bon. La deuxième fois où vous prenez l'avion, parce que là, c'est pas du tout la jeune de 12 ans, quand vous arrivez à l'école de l'air, racontez-nous. C'est dans un planeur en fait. On commence le planeur pour avoir le sens de l'air, donc avion sans moteur, comme ça. Voilà, au tout début, le week-end, on va faire du planeur, voilà, sur la base. Donc c'est génial. Voilà, j'ai trouvé ça incroyable. C'est fou de se dire que des pilotes comme ça, qui ensuite vont voler, j'imagine que vous avez volé sur Mirage Mirage, sur F1, Rafale, Rafale, enfin j'ai voilà, en sur place arrière en tout cas. des buts sur de simples planeurs. Ah bah oui. C'est Commencer assez, par le début. c'est assez étonnant. On a un petit questionnaire comme ça pour vous, très simple. Le si vous étiez, d'accord? Je vous pose 4 questions. Si vous étiez, pas facile, un défaut, quel défaut Super. seriez-vous? Et pas un défaut qualité. Ouais, bah, j'en ai plein des défauts. Ben ouais, alors pour le coup, si, moi je choisirais bien un défaut qualité parce que je suis assez perfectionniste. Oui, bah ça, Alors- ça, c'est trop classique, Virginie. Et ben ouais, mais ça me pose des soucis en fait. Ouais. C'est un vrai défaut pour moi. Ouais. Parce que du coup, comme la perfection n'existe pas, bah, je vois que ce qui va pas. Et mon mari, des fois, ça le fait un peu sortir de ses gonds. Donc c'est un vrai défaut pour moi, en tout cas. De mon côté, c'est un gros défaut. C'est quoi ton défaut à toi? Je sais pas, il faudrait demander à ma femme. Bon. Si vous étiez, Si vous étiez un placement financier, Ah, un Alors, placement pas- financier, alors moi, j'y connais pas grand-chose quand même. Enfin, même si on travaille beaucoup dessus en ce moment. risque Euh, ou sans risque? Pardon de façon Risque ou familiale. sans risque? Peut-être un début? Eh ben ouais, alors moi j'aurais dit quand même une action parce que je me dis que une action, le but c'est qu'elle aille le plus haut possible et que elle doit traverser les tempêtes aussi. Aussi. Et puis qu'elle doit éviter de se cracher, non? C'est mieux. Donc peut-être je ferais une action. donc plutôt risque. Ouais, un petit peu toujours. Ouais. Ouais. Bon, si vous étiez un job en or, Un job en or, alors ben un job en or, ça veut dire quoi? C'est un super job ou un job qui rapporte? oh non, là, je pense que c'est plus Comme vous laissez un plus un super job. Celui qui, Bah, qui ouais. est épanoui. Ouais. Évidemment, vous n'avez pas le droit de dire Ah bon? leader de la patrouille de France. Ah ou, c'est vrai, d'accord. voilà. Alors, moi, il y a 2 autres trucs qui m'auraient vraiment plu, c'est soit pompier, soit médecin. D'accord. Voilà, chirurgien. Bon. Possible. Toujours dans l'aide des autres. Ouais, c'est ça qui me plaît. Ouais. On a besoin de pompiers dans le Nord-Pas-de-Calais en ce moment. On C'est en vrai. parlait tout à l'heure. si vous voulez suivre Philippe après. Si vous étiez, Si vous étiez un pays, Si j'étais un pays, bah, je serais la France, Ouais. parce que j'adore la France. C'est vraiment mon pays. C'est un pays hyper riche sur tous les plans. C'est le pays des droits de l'homme. Il y a une richesse patrimoniale incroyable. Il y a une histoire incroyable. Il y a une géographie incroyable. Donc moi, je suis très très attachée à la France, et profondément attachée à la France. ça fait plaisir d'entendre ça dans un pays qui a l'habitude quand même de faire du French bashing, de râler, voilà, de râler, de jamais être content. bashing. Vous dites un peu comme Sylvain Tesson, c'est la France est un paradis de gens qui sont peuplés de gens qui se croient en enfer ou quelque chose Ah comme oui, ça. ça c'est pas faux. Ce qui n'est pas complètement faux. Alors merci, on a commencé à comprendre votre riche personnalité. On sort de l'école de l'air. Vous êtes en effet pilote de chasse pendant quelques temps. Comment vous devenez ensuite leader de... Quel est le chemin pour arriver jusqu'à être leader de la patrouille de France? Alors, c'est un chemin qui est assez long et semé d'embûches. Donc, moi, j'ai eu en fait l'école de l'air, donc c'est 3 ans pour avoir le diplôme d'ingénieur, avec beaucoup de formations militaires, un peu aéronautique et beaucoup académique pour ce diplôme d'ingénieur. Et ensuite, on débute vraiment la formation en vol, ce qui dure à peu près 2 ans et demi avant d'avoir le brevet de pilote de chasse. Donc, c'est 3-4 écoles que l'on enchaîne.
Et donc, c'est très sélectif. Donc, à chaque fois, on est noté, on est évalué. Et puis, si on n'est pas au bon niveau au bon moment, on est réorienté vers un autre métier. Donc, ça, c'est gros. Enfin, on a vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant des années. Puis, ça ne s'arrête pas là parce qu'après avoir décroché notre brevet de pilote de chasse, et ben là, on est affecté sur un avion de chasse. Et quand on est affecté sur un avion de chasse, généralement, il faut avoir 3 qualifications en 3 ans. La plus haute qualification étant, au bout de 3 ans, celle de chef de patrouille. Donc, pendant tout ce parcours-là, et ben, on a encore une fois cette épée de Damoclès où si on n'est pas au bon niveau au bon moment, ben, voilà, on nous dit au revoir. Mais en même temps, pendant ce temps-là, on peut aussi participer à des opérations dans notre qualification. Et donc, la qualification de chef de patrouille qui vous permet d'être leader d'une patrouille de 4 avions, voire de coordonner plusieurs patrouilles, c'est un peu en opération extérieure. Bien sûr, ouais, c'est ça le but. Et en fait, c'est un peu un sésame pour pouvoir candidater à la patrouille de France. La patrouille de France ne recrute que parmi les chefs de patrouille. Et du coup, moi, c'est un objectif évidemment. Enfin, je veux dire, d'être chef de patrouille comme n'importe quel pilote de chasse. Et puis, cette idée de la patrouille de France que j'ai beaucoup admirée dans le meeting aérien étant petite, c'est un truc que j'avais toujours en tête. Et quand l'occasion s'est présentée, j'ai candidaté pour faire partie de la patrouille de France. Et en fait, la patrouille de France coopte elle-même 3 nouveaux pilotes chaque année. Il y a 9 pilotes à la patrouille. On vole à 8, mais il y a un remplaçant. Il y a un turnover de 3 ans, c'est ça? Gros turnover, ouais. Donc en fait, on est à la patrouille de France que pendant 3 ans. Ouais, en moyenne, c'est 3 ans. Certains font 2, d'autres 3, d'autres 4. Et c'est-à-dire que chaque année, on renouvelle le tiers de l'équipe des pilotes. Donc il y a 3 pilotes qui quittent l'équipe et 3 nouveaux pilotes qui sont intégrés. Donc chez nous, le recrutement, il est hyper important parce qu'on ne peut pas se tromper en fait. Il faut qu'on choisisse les bonnes personnes pour construire une équipe qui est solide et qui va pouvoir relever tous les défis jour après jour. Et du coup, la patrouille choisit notamment le commandant en second parmi les candidats qui sont officiers de carrière. Parce que pilote de chasse, il y a officier de carrière et aussi carrière courte. Et moi, étant officier de carrière, j'ai été sélectionnée comme commandant en second et donc je suis passée leader naturellement l'année d'après. D'accord. Enfin, naturellement, vous étiez, je le rappelle, donc c'est en 2009, je crois que vous devenez leader de la patrouille de France. Ça avait été un événement à l'époque, parce que un événement très médiatisé, parce que vous êtes la première femme. Il y avait eu quelques pilotes femmes, bien sûr, et notamment certaines qui avaient été médiatisées, mais vous êtes vraiment celle qui accède en quelque sorte au sein des saints. Comment vous l'avez vécu? Parce qu'on voit toutes ces images que vous nous avez fournies, où vous êtes déjà chef de patrouille, vous avez le grade de commandant, vous avez vos collègues qui sont capitaines en face de vous. Comment vous avez vécu ce moment? Vous êtes très jeune à ce moment-là, malgré tout. Oui, j'ai 31 ans quand je rentre à la patrouille de France, 32 quand je prends le lead. Je l'ai plutôt bien vécu, gros stress et gros challenge. Mais en fait, comme c'est une question qu'on me pose souvent, beaucoup de gens croient que ça a été un vrai combat d'une femme dans un milieu d'hommes. Pas du tout. En fait, ça a été un combat. Ma carrière a été un vrai combat parce que c'est un combat contre moi-même, parce qu'on traverse des épreuves, parce que parfois on doute, on se décourage. Voilà, donc ça, c'est un vrai combat à mener. Et puis parce que c'est très sélectif. Et en même temps, après, moi, je ne me considère pas... C'était pas mon rêve d'être la première femme à la patrouille de France. Mon rêve, c'était d'être pilote à la patrouille de France. Et en fait, j'étais pas une femme qui commandait d'autres hommes. J'étais un pilote qui commandait d'autres pilotes. Néanmoins, ça reste un métier d'homme. Beaucoup, non? Mais non. Hop. Là, c'était l'instant misogynie. Non. Tu es flashé. Si vous êtes la seule femme dans la patrouille de France, c'est-à-dire que les autres, a priori, sont d'autres pilotes. Ça veut dire que, en fait, l'aviation de chasse a été fermée aux femmes depuis le début. Et qu'en fait, comme il faut être pilote de chasse confirmé, comme ça a été ouvert qu'en 1996, aucune femme avant ça n'a pu accéder à ces métiers-là, tout simplement. Et depuis, parce que les gens croyaient que c'était un métier d'homme. Mais non. La première était Caroline Aigle. Caroline Aigle, absolument. Je ne dis pas de bêtises, on se souvient de une Caroline femme incroyable. Aigle, effectivement, une femme incroyable. Vous avez eu l'occasion de côtoyer, j'imagine. Oui, c'était ma grand-mère tradie, donc je l'ai bien connue. Ah oui, d'accord. Bon, donc vous vous êtes inscrit dans le sillage. Avant de faire une petite interview Fast and Curious, juste le quotidien à la patrouille de France, on vous voit arriver, vous qui aimez Top Gun, quand on voit ce genre d'image où vous êtes sur le tarmac en train d'arriver vers vos avions. C'était quoi le quotidien de la patrouille de France? On l'imagine évidemment intense. Très intense. Ouais. Presque austère, non? Vous êtes austère, non. Des sportifs de haut niveau. Par contre, oui, voilà, ça s'apparente tout à fait à une équipe de sportifs de haut niveau. Donc, il y a 2 saisons, il y a l'hiver et il y a l'été. L'été, on est parti par Mons et par Vaud pour se produire dans le monde entier, en fait, mais aussi beaucoup devant les Français, parce que c'est quand même ça aussi le but. Et puis l'hiver, c'est vrai que c'est un peu une vie d'ascète. On fait 2 vols par jour, des vols d'1 heure d'entraînement. Donc, on commence par de la muscu le matin pour préparer les organismes aux 2 vols de la journée. Ensuite, on passe par un brief qui dure une demi-heure, on va aux avions, on va voir les mécaniciens, hop, on
on prend l'avion, on met en route évidemment. Là, on fait le premier vol d'entraînement, on revient, on débriefe le vol, parce que la mission, ça se termine au débriefing et pas juste à l'atterrissage. Et là, hop, petit casse-croûte pour toute l'équipe. On repart en préparation, en briefing. On revole à 12h30, généralement 12h30, 13h30 le deuxième vol. On revient, on va manger sur la base. Et puis quand on revient, là, on débriefe. Voilà, donc en fait, ça prend pas mal de temps tout ça. Et en fait, à la fin de la journée, donc souvent on a peut-être une demi-heure pour soi et ça continue à débriefer un peu dans les bureaux. Et ensuite, on fait 1h, 1h30 de sport collectif. 80% c'est du foot. Ah oui, ça rigole pas. Ouais. Voilà, ça rigole pas. Ouais, ouais. Ouais, Le rugby, foot on tous a les beaucoup jours. parlé de rugby tout à l'heure, plus que de foot. On a Ouais, parlé de alors rugby, c'est quand même technique. Le foot, c'est facile. Hein. Voilà, faut courir après la balle. Je dis pas que c'est facile, c'est-à-dire que moi, je suis pas forcément. Là, je me suis. C'est très simple. Non, mais C'est quand j'aime même. je On me tape suis dans un améliorée. ballon, puis on. Non, mais part. au moins, si on court après le ballon, qu'on essaie de défendre, ça va. Bon, les footballeurs vont apprécier. Moi, je Non, partage votre pardon. avis. Hein. Je voulais pas dire que c'est facile. Enfin, c'est pas très dur de mettre en œuvre une équipe pour faire du foot. Moins Pour que- autant, le foot Oui. n'a jamais voulu de moi. Tandis donc que je la ne coordination, mais on va y revenir, parce qu'en ayant dirigé la patrouille de France, évidemment, la question de l'esprit d'équipe, de la coordination, et puis même du danger, qui est un danger beaucoup plus important que quand on court après un ballon, effectivement, on y revient dans un instant. Petit moment Fast and Curious, puisque vous aimez apparemment le cinéma. On vous pose 4 questions et tu poses la première, Philippe. Alors, est-ce que vous êtes plus crypto-monnaie ou monnaie tangible, euro, dollar? Bah, moi, plutôt. Bah, là, pour ce coup, je connais pas assez les cryptos. Alors, je sais que mon mari il commence à investir là-dedans, mais j'avoue que ouais, il y a trop d'incertitudes pour moi. J'aime bien prendre des risques, mais quand Quand ils sont maîtrisés. ouais, enfin, un petit peu au moins. Et en fait, je pense que ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose qui est très volatile. Alors, évidemment, ça favorise les échanges, c'est très rapide, etc. Mais pour autant, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'arrivée des drones dans l'aviation, en fait, où c'est arrivé comme ça, mais pas du tout réglementé. Et du coup, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, moi, du coup, je choisis euro. Bon, Je choisis très bien. Ok. monnaie ça se tangible. réglemente. Mais Les vous choses en sont claires. discuterez avec Philippe. Oui, oui, un vous peu allez plus sûrement tard. apprendre plein de choses. Deuxième question, qui est presque oedipienne. Hein. Plutôt armée de terre ou plutôt armée de l'air? Je dis ça parce que votre père était armée de terre, bien sûr. Ouais. Bah, plutôt armée de l'air, hein, évidemment. Là, alors, il faut savoir qu'on dit plus armée de l'air, on dit armée de l'air et d'espace. Hein, depuis 2020, voilà, vrai. il y a une composante spatiale parce que c'est important qu'aussi on ait une stratégie spatiale pour défendre les intérêts à la fois militaires et civils. Donc ça revient à l'armée de l'air, effectivement, parce que c'est un peu ma deuxième famille. Et l'armée de l'air, il faut savoir que c'est une armée qui est très jeune. Elle fêtera ses 90 ans cette année en 2024. Donc pour moi, c'est une armée qui est, même si j'ai des amis dans toutes les armées, qui est assez Dynamique. avant-gardiste, qui est très ouverte d'esprit, voilà, et très moderne. Très bien. 14 juillet ou grasse matinée? J'aime bien les grasses matinées, mais quand même 14 juillet. Parce que le 14 juillet, c'est un jour très spécial pour moi. J'ai défilé pour la première fois, j'avais 21 ans. Vous l'avez fait? Alors, je l'ai fait au sol pour la première fois quand j'étais élève officier à l'école de l'air, en 98. Donc, en plus, on avait gagné la Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment un moment très important qui a marqué un petit peu ma jeunesse. Et puis, ensuite, j'ai défilé une fois en tant que pilote de Mirage F1, 2 fois avec la Patrouille de France. Et puis aussi, je l'ai commenté 2 fois, commenté le défilé aérien 2 fois, une fois pour TF1, une fois pour France Télévisions. Donc, On gros avait les moment. deux. C'est surtout un moment de communion nationale. Dernière question. Allez, dernière question. Vous êtes plus Simone Veil ou Mère Teresa? Je suis très admirative d'Anne-Mère Teresa, évidemment, mais je suis plus Simone Veil, je pense. Dans le côté précurseur. Pour le côté, ouais, et puis combattante, elle est quand même revenue rescapée des camps de concentration. Pour moi, c'est une figure de résistance, un symbole aussi, je dirais, d'engagement, évidemment, toute sa carrière, mais aussi d'émancipation des femmes, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est quelqu'un que j'admire énormément. Allez, on continue à vous passer sur le grill, hein, vous nous pardonnez, mais on a une interview cap ou pas cap. Ok. Alors, a priori, on se dit cap, de toute Ça façon. dépend. Quand on vous a en face, on se dit, bah, elle est cap de tout. Non. Mais on va quand même vous poser la question. Alors, cap ou pas cap de voler en ULM? Pardon, la question Oui, est presque J'ai déjà sotte. fait. J'ai déjà fait. Ouais, déjà fait. Ouais. Donc, cap. Cap, fastoche. oui, cap, Ouais. pardon. C'est Bon, vraiment très bien. dangereux ou pas l'ULM? C'est vraiment Dangereux. Ah, bah, faut faire attention, comme tout, c'est une machine qui est hyper légère, donc elle est très vulnérable. Mais par contre, les ULM d'aujourd'hui sont hyper. Voilà, c'est des petits Fiable. avions hein, maintenant, c'est D'accord. une question de poids en fait, donc c'est très fiable. Ouais. Cap ou pas cap? Cap ou pas cap? De sauter dans le vide? Oui, déjà fait. Alors, c'est pas naturel pour un pilote de se sortir de l'avion, mais effectivement, comme tout pilote de chasse qui peut s'éjecter, on a un brevet para. Donc, on a tous fait du parachutisme. Et puis, je me suis même jetée d'un pont avec attaché au bout d'une corde
lors d'un enterrement de vie de jeune fille. Oui, Oh là là. tant qu'il y a un élastique. Oui, alors c'était Faut dire. une corde, hein, ça fait Ah, un peu c'était plus une mal au corde. dos. Ah oui, Ouais. donc là, ça fait Ouais, c'est un pas peu mal, ouais. technique. D'accord. Cap ou pas cap, on revient un petit peu sur le terrain norcia, d'investir avec audace. Vous nous avez déjà un tout petit peu suggéré la réponse en Ouais. disant que vous étiez plus action qu'autre chose. Ouais. Hmm. Oui, je pense que je suis cap de prendre des risques à partir du moment où je suis bien entourée et bien accompagnée. Donc tout l'intérêt d'être entourée, oui, par des CGP, par des experts de la finance, évidemment. Est-ce que, cap ou pas cap, de partir dans l'espace avec Thomas Pesquet? Bah, je signe quand vous voulez. Cap. Parce que l'espace ou parce que Thomas Pesquet? Parce que les deux, parce que l'espace, évidemment, c'est génial. Enfin, ça me plairait énormément. Et puis Thomas Pesquet, c'est un bel ambassadeur de la France. Moi, je suis hyper fière d'avoir un ambassadeur comme ça. Et je l'ai déjà rencontré une fois. Et c'est quelqu'un qui est hyper humble, mais hyper brillant. Et donc, évidemment que je suis cap. Ouais. Bon, dernière question, presque un peu surréaliste, mais cap ou pas cap, de dialoguer en plein milieu de la nuit sur Telegram avec le président de la République. Alors en ce moment, il doit dialoguer en plein milieu de la nuit sur Telegram Oui. avec plein de gens. Ouais, parce pas qu'on avec moi, je crois mais qu'il y a quelques portefeuilles ministériels à C'est ça. pourvoir. Donc est-ce que vous seriez cap? Non, pas cap, parce que la nuit, Non. je dors. Et puis parce que que vous ça ne dormez, m'intéresse ouais. pas. Puis j'ai pas Telegram. Vous n'avez pas Telegram et vous briguez peut-être pas de poste Pas du tout. ministériel. Ah, Non. mais vraiment pas. Très bien. Bon, on reprend l'interview un peu plus classique. Parlez-nous de cette force du collectif. Parce qu'aujourd'hui, vous en parlez très souvent en Oui. public, vous faites des conférences. Qu'est-ce que cette expérience incroyable que vous avez vécue vous a appris? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent, qui sont des CGP, qui sont d'ailleurs réunis aussi autour de vous? Comment on cimente un collectif avec l'expérience extrême que vous avez eue? Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que moi, je suis rentrée dans l'armée parce que je recherchais, je voulais être pilote de chasse évidemment, mais je recherchais beaucoup le travail en équipe et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et même aujourd'hui où j'ai quitté l'armée et je suis plutôt à mon compte, j'aime bien m'entourer d'experts et m'entourer de gens qui me font grandir et qui forment maintenant mon collectif de partenaires, voilà, et de pairs également. Donc le collectif, c'est toujours là où moi j'ai puisé en fait des ressources à la fois quand tout va bien, mais aussi surtout quand tout va mal. Et c'est vrai que la Patrouille de France, c'est un beau symbole de collectif fort et de constance, je dirais, dans la performance collective. Ce que fait la Patrouille de France, aucune personne ne peut le faire seule. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui, à mon sens, enfin, je pense dans le monde de la finance, c'est pareil, mais en tout cas dans le monde de l'armée de l'air, les missions sont de plus en plus complexes, qu'elles ont besoin de faire appel à plein d'experts différents. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réussir à fédérer des gens qui ne parlent pas forcément le même langage au départ ou qui ne sont pas forcément câblés pareil au départ pour réaliser un objectif commun. Et donc, si on ramène ça un peu à mon univers, on a des pilotes, des mécaniciens, des contrôleurs aériens, on n'est pas tous câblés pareil du tout, on ne réfléchit pas pareil. Mais ce qui fait notre force, c'est qu'on arrive à un moment donné à bien se coordonner et à être ce qu'on appelle chez nous interopérable. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui... un collectif, ça repose à la fois sur une ambition commune, mais aussi beaucoup sur la confiance mutuelle, je pense, qu'on aura réussi à créer dans le collectif. Ça peut être évidemment entre un conseiller gestion patrimoine et son client, mais aussi avec les partenaires, avec Norcia, avec voilà. Et donc, chez nous, c'est ça. Hein, donc, entre nous, mécaniciens, pilotes, mais aussi les autres services de la base, c'est hyper important. Et la confiance, à mon sens, il n'y a pas de confiance s'il n'y a pas de respect mutuel pour le métier des uns et des autres. Chacun a besoin de se sentir considéré pour s'engager et pour donner le meilleur de lui-même. Chez nous, c'est important parce qu'il faut savoir que quand on vole à la Patrouille de France, on évolue à 8 avions, on est à 2-3 mètres les uns des autres. On est À quelle vitesse? jusqu'à 700-800 km/h. Oh. On subit très souvent 7 à 8 fois notre propre... Enfin, 6 à 7 fois plutôt, parce que l'avion est limité à 7G. Et on a souvent la tête à l'envers. Donc, c'est des missions qui durent entre une demi-heure et 1 heure. C'est des acrobaties aériennes. Et en fait, dans ces conditions-là, il y a forcément des instants où les équipiers remettent leur vie entre les mains du leader, parce qu'eux, ils sont en train de le suivre et qu'ils ne peuvent pas vérifier que le leader ne s'est pas trompé en lisant la vitesse. C'est le leader qui décide de tout. Non. Non. Il y a des instants où c'est le leader qui décide de tout. Et puis, il y a 30 secondes plus tard, le leader, il envoie ses équipiers faire des espèces de barriques. Et dans ces moments-là,
les équipiers partent d'une position de 2 mètres par rapport à lui, ils reviennent à 2 mètres de lui en ayant pris 80 km/h de plus, et ben, ils ne les regardent même pas. En fait, dans ce cas, on ne les regarde pas parce que notre boulot de leader à ce moment-là, c'est d'assurer le bon déroulé de la figure. Donc on a plein de choses à checker. Une barrique, c'est quoi? Une barrique, c'est comme une trajectoire anti-rebouchon. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est très technique. Et pourtant, dans ces moments-là, le leader ne regarde pas ses équipiers. En gros, si ses équipiers lui rentrent dedans, il meurt avec eux parce qu'il ne les regarde pas, il leur fait complètement confiance. Donc c'est juste pour vous dire que oui, le leader décide de beaucoup de choses en vol, mais il y a des choses qui peuvent lui échapper, qu'il n'a pas sous son contrôle. Et qu'à un moment donné, pour qu'on soit capable de prendre des risques ensemble, il faut que cette confiance, elle soit réciproque. Donc c'est quelque chose qui se travaille, et je pense que dans toute équipe, toute organisation, c'est vraiment une question de réciprocité, effectivement, des relations, de la confiance. Et donc, nous, on la travaille à travers un tas de choses. On a du mentoring, une sorte de mentoring de parrainage. On a des parcours d'intégration qui nous permettent de bien comprendre tous les métiers pour mieux les respecter parce qu'on les comprend bien. Et puis surtout, ce qui est important chez nous, c'est la communication au sein de l'équipe et avec les différents services avec lesquels on interagit. La communication, elle est omniprésente, même si quand on va écouter les échanges radio pendant un vol, on voit bien que c'est hyper directif, hyper militaire. Mais tout simplement parce que, en fait, il y a un temps pour s'écouter, un temps pour discuter, et puis il y a un temps pour agir. Et quand on est en vol, c'est le temps d'action. Donc, il faut être très clair sur ce qu'on a à faire avant le vol. Et donc, avant un vol, quand on brief, c'est pas juste le leader qui explique ce qu'on va faire et c'est un point, c'est tout, on ne fera pas autrement. Il y a cette aptitude du leader à accepter d'être challengé par ses équipiers pour le bien de l'équipe et le succès de la mission. Et ça, on a une communication qui est très ouverte et très directe. Donc avant le vol, mais aussi après le vol. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé du succès de la Patrouille de France et de tous nos équipages dans l'armée de l'air, c'est qu'on a cette aptitude à débriefer. Je disais tout à l'heure, le vol, c'est parce que ça ne se termine pas à l'atterrissage, ça se termine à la fin du débriefing. Et donc, le fait d'être capable d'apprendre de ce qui vient de se passer, de tirer les choses au clair, de partager la même conscience de là où on en est, de là où on veut aller, sans jugement. Enfin, on juge les faits, on n'a pas peur de dire qu'on n'a pas été bon, mais par contre, on ne jugera pas les gens. Et ça ne se fait pas que dans un sens. Ce n'est pas parce qu'on est leader de la Patrouille de France que dès le premier jour, on est super fort en tant que leader de la Patrouille de France. On a à apprendre, et pour pouvoir apprendre, on doit être capable de recevoir le feedback de ses équipiers. Et pour que les équipiers n'aient pas peur de donner du feedback, ils doivent se sentir en confiance. Donc il y a vraiment cette notion de confiance qui, à mon sens, est au cœur du collectif. Oui, alors, en plus, il y a un grand turnover à la Patrouille de France. Exactement. Vous restez 3 ans maximum. Exactement. Donc, il faut qu'elle se fasse assez rapidement, cette confiance. Ma question est toute bête, mais c'est quoi un bon leader? Quand on vous entend, est-ce que c'est quelqu'un qui, à un moment, va trancher, va dire « c'est comme ça et vous devez me suivre » comment on mélange avec cette nécessaire écoute dont vous venez de parler, cette confiance que l'on doit inspirer? Ouais, c'est vrai que c'est toute la question. Je pense que c'est un véritable équilibre entre ces deux choses. Alors, si un leader qui tranche tout le temps et qui dit tout le temps c'est comme ça, c'est pas autrement, ça marche pas parce que pour moi, les gens vont se sentir pas considérés et donc vont se désengager, voire se démotiver. Je dis souvent, quand on amène 4 avions en opération, sur une opération de guerre, c'est pas seulement parce qu'à 4, on a 8 bombes, parce qu'il y a 2 bombes sous chaque avion, c'est parce que dans tous les avions, il y a un cerveau. Et que la mission, on ne peut pas la faire avec un seul cerveau. Donc, la meilleure qualité d'un leader, pour moi, c'est de réussir à fédérer tous les contributeurs à la mission pour justement agir dans le même sens. Et donc ça demande une capacité d'écoute. Mais parfois, il faut quand même être capable de trancher. Et c'est vrai qu'à la Patrouille de France, c'est quand même une équipe d'experts où justement, j'ai rarement pris une décision unilatérale. Alors c'est vrai qu'en l'air, dans le flow, parfois, évidemment que je prends des décisions unilatérales. Là, il n'y a pas trop le temps. Mais c'est vrai il ne peut pas y avoir de discussion quand on est dans l'avion. Il peut, mais c'est très hiérarchisé la prise de parole sur la fréquence parce que justement, sinon, ça devient cacophonique. Et donc, on a un bras droit, même un deuxième bras droit. C'est le premier bras droit, c'est pas trop vous aider. Mais c'est très hiérarchisé. Donc, parfois, on n'a pas le temps. Puis parfois, quand on a le temps, hop, on prend un peu la température et le conseil de son bras droit. Voilà. Toi, tu as 2 bras gauches, mais parfois, on peut avoir deux bras droits. Avant de te laisser poser une question, juste plein de réactions qui vous feront, j'espère, plaisir. Quel langage constructif, quelle belle valeur humaine et professionnelle. Waouh, ça fait du bien. C'est Olivier Dupas. Super intervention. Merci, nous dit Véronique Delcourt. Bravo, dit Sandrine Le Guerrier. Merci et bravo, colonel, puisque certains se sont renseignés sur votre grade. Je crois que vous étiez lieutenant-colonel en 2015 quand vous êtes sorti des rangs. C'est Hugues Riant qui vous dit ça. Un petit mot? Juste une question.
vous parliez de la nécessité de se remettre en cause quand on est leader et de prendre appui. Mais quelque part, est-ce que dans le process, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans le process de prise de décision? C'est-à-dire que quand vous sortez de votre débriefing, il y a des décisions qui sont à prendre. Est-ce que justement, il y a un process de prise de décision qui est prévu? Chacun parle, chacun challenge. Est-ce qu'ensuite, il y a une décision collective, Ok. collégiale? Vous prenez Alors, appui sur d'autres techniciens? Alors, ça dépend vraiment de la décision à prendre. Si on a besoin d'aller chercher d'autres expertises, on va y aller. Un mécanicien, un chef des services techniques, etc. Mais en tout cas, quand on débriefe, par exemple, ce qui peut être intéressant d'expliquer, c'est que quand on va débriefer, par exemple, la partie de la sécurité du vol, eh ben, le leader, avant de lui-même s'exprimer, il va commencer à donner la parole à chacun de ses équipiers. Le 2, le 3, le 4 jusqu'au 8, et lui va terminer. Et le 2, 3, 4, ce sont les pilotes les plus jeunes qui viennent d'arriver en fait, dans l'équipe. Pas en âge, hein, mais qui viennent d'arriver dans l'équipe. Et les 5, 6, 7, 8 sont les plus anciens. Donc on fait parler les plus jeunes pour que chacun puisse vraiment s'exprimer. Et puis et à la fin, le leader tranche. Donc il n'y a pas de process particulier, mais c'est toujours le leader qui va trancher. Simplement, voilà, il va écouter les uns les autres. Et même s'il ne peut pas faire consensus à chaque fois, ce qui va faire que les gens vont s'aligner à la fin, je pense, c'est que chacun aura eu l'occasion d'exprimer ce qu'il pense ou de confronter. Voilà. Et la confrontation est quand même super importante à la fin, évidemment, pour prendre les décisions les plus éclairées possibles et les plus clairvoyantes possibles, à mon sens. Bon, des conseils très inspirants, c'est ce que nous dit Héloïse Rouillet. Je sais que vous rêvez d'être interrogée exclusivement par Philippe. Restez là, juste après la pub. Ce sera une interview exclusive, je ne vous en dis pas plus, entre Philippe et Virginie. À tout de suite. Alors, je ne choisirai pas car l'un va en général avec l'autre. Pour autant, l'année 2023 a marqué le grand retour du fonds en euros avec des politiques de rendement pouvant aller au-delà de 5% brut. La gestion sous mandat, car c'est l'ADN de notre compagnie. Et nous avons d'ailleurs lancé en 2023 le multimandat, c'est-à-dire la possibilité de combiner plusieurs mandats dans un contrat d'assurance vie. Nous acceptons tout type de personnes morales, donc je les prends toutes, les deux, elles sont éligibles à nos contrats de capitalisation. Comme vous le savez, en 2024, Norcia va fêter ses 30 ans et ça sera également les 30 ans de notre partenariat car nous étions l'assureur à l'origine de Norcia. Notre défi 2024 sera de revenir l'assureur de référence de Norcia et de ses partenaires CGP. Pour ce faire, nous disposons d'une offre complète et digitalisée de contrats d'assurance vie et de capitalisation en France et au Luxembourg, ainsi qu'un pair qui est regroupé au sein de la gamme Enedia. Ce sont des contrats qui donnent un accès sans limite aux unités de compte de type au PCVM, structuré, support immobilier, support de private equity, gestion profilée, gestion sous mandat, feed et face multiligne au Luxembourg. Par ailleurs, nous avons mis en place avec Norcia une politique de bonus de 2% brut en 2024 et 2025 pour toutes les souscriptions jusqu'à 300 000 € sans condition d'UC. Enfin, nous disposons toujours de l'avance patrimoniale qui permet de faire facilement du levier en assurance vie et des solutions de transformation pacte pour transformer un ancien contrat en nouveau contrat et accéder à toutes ces possibilités. Et le moment d'échange se poursuit avec Virginie Guyot. Je sais que vous l'appréciez beaucoup, donc on est en train de multiplier les difficultés. C'est rien pour elle. Elle a été leader de la patrouille de France. C'est tout de suite l'interview dos à dos avec Philippe. Je vous laisse. Merci Emmanuel. Effectivement, c'est une première pour moi aussi, le dos à dos. On est tous les deux. J'ai 4 questions pour toi, Virginie. La première est-elle et la suivante, notre armée est-elle suffisamment équipée? Armée française, bien sûr. Notre armée est-elle suffisamment équipée? Je dirais pas vraiment. Je pense que c'est quand même la conséquence de politiques de la part des gouvernements successifs depuis pas mal de décennies maintenant, voilà, forcément, qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. On n'a pas assez d'équipements, je pense, et pas assez d'effectifs non plus. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, je dirais que
la situation géopolitique internationale montre que on a quand même besoin d'une armée. Et donc, tout le monde fait marche arrière, évidemment. Nous, les premiers, d'ailleurs, puisque la loi de programmation militaire qui a été votée l'été dernier, dotée de plus de 400 milliards d'euros voilà, pour les budgets des années futures pour les armées. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Après, il faut quand même savoir que ça dépend ce qu'on veut, en fait, au final. En fait. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre armée? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que les armées sont quand même... sont capables de faire quasiment toutes les missions que font les Américains, par exemple. Donc ça, c'est assez important à savoir. On a beaucoup d'équipements. On a des sous-marins, on a des satellites, on a des avions de chasse, évidemment, des drones, on a des chars, on a vraiment beaucoup d'équipements malgré tout. Pas en nombre, mais beaucoup d'équipements divers qui nous permettent de réaliser beaucoup de missions différentes. En revanche, ce qu'on est peut-être moins capable de faire, c'est de les réaliser toutes sur la durée. Et donc, après, c'est au gouvernement de dire qu'est-ce qu'on veut faire de l'armée, évidemment. Mais ce dont je peux témoigner, en tout cas aujourd'hui, pour avoir fait des opérations extérieures, pour avoir fait des exercices interalliés avec les autres nations otaniennes, au Canada notamment, il y en a aussi aux États-Unis, à Abu Dhabi, on n'a pas à rougir du tout parce que les armées sont vraiment... les armées sont vraiment de valeur. Donc, il y a des gens de valeur dans les armées. On a des équipements de valeur aussi, évidemment, très efficaces. Et surtout, on sait bien les utiliser. Et notre force, je pense, dans les armées, c'est notre capacité à s'entraîner et à former les gens. Un militaire se forme en continu. Et ne reste jamais très longtemps dans sa zone de confort. On est tout le temps en train de faire évoluer les gens, de les faire grandir et de les faire monter en compétences. Et donc ça, c'est notre vraie force, à mon sens, au sein des armées. Ok, justement, on parlait de la situation géopolitique dans le monde, et on le disait tout à l'heure, 77 élections prévues en 2024, 4 milliards de personnes sont amenées à voter. Il y a une élection qu'on suit en particulier, qui est celle aux États-Unis, avec un probable retour de Trump, peut-être en tout cas. Est-ce que ce retour de Trump t'inquiète? Alors, généralement, j'aime pas trop m'exprimer sur les sujets politiques, mais Brièvement. moi, personnellement, je suis un peu inquiète, oui, parce que, pour moi, un homme d'État ou une femme d'État, ça doit être quelqu'un qui est, à mon sens, posé, réfléchi, qui doit faire preuve de clairvoyance aussi, Trump, c'est quand même, il est quand même dans les extrêmes, souvent. On n'a pas toujours l'impression que les décisions sont très réfléchies. Et puis, j'aime pas trop sa façon de faire de la politique à travers les réseaux sociaux. Enfin, donc moi, c'est vrai que c'est un personnage qui m'effraie un peu et je suis pas sûre que ce soit très bon pour la politique internationale. Et c'est pas lui qui va apporter la paix dans le monde, c'est ça? Ouais, voilà, c'est un peu ça l'idée. Ok. Alors, je vais vous proposer de retourner à vos places. Ok. Il est temps que vous revoyiez un petit peu. Parce que là, je ne sais pas quel effet ça fait de répondre à des questions en étant dos à dos. J'ajoute peut-être sur Trump, ça peut inquiéter pour la guerre en Ukraine. Si le Sûr. soutien américain Oui. se met à baisser subitement, ça peut avoir des conséquences pour nous, Européens, qui sont importantes. Je te laisse poursuivre cette excellente interview. Bravo, mon cher Philippe. Merci. Mais cette fois-ci, face à face, c'est plus simple. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans la société française, si on revient justement sur notre pays, les émettants? Ce qui me manque le plus dans la société française aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un peu je dirais, en fait, moi, je dirais, c'est à la fois la sécurité et l'éducation. Je pense que en termes de sécurité, on est en décadence totale et je trouve ça assez effrayant, donc ça me manque. Et je trouve que il y a pas assez de choses qui sont faites concrètement, je pense, pour contrer ce défaut sécuritaire. Voilà, moi je suis inquiète quand mon fils il prend le bus à Toulon tard à 22h et je devrais pas en fait. Enfin, voilà. Au Canada, ils ont beaucoup moins d'inquiétude, bizarrement. Donc C'est sûr. voilà, c'est des choses moi qui m'effraient un petit peu parce que j'adore mon pays et il y a des choses qui m'effraient. Et je pense que l'éducation aussi, c'est un vrai sujet. Et c'est ce qui me manque le plus dans mon pays de plus en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont jeté l'éponge par rapport à ça. Et je pense que les deux sont liés, hein, quelque part. Donc il y a une perte de valeur, une perte de repères. Et clairement, si je devais parler de deux choses qui me manquent le plus aujourd'hui dans le pays, c'est la sécurité et l'éducation. Donc si on a un conseil à donner, votre conseil à donner à Gabriel Attal, c'est on met tout sur le ministère de l'Éducation et
Tout, je sais pas. De l'intérieur et de l'extérieur. Je sais Et pas. de l'armée. Mais ministère de l'Éducation, c'est une chose, mais je pense qu'il y a aussi les familles, quoi. Il y a la responsabilité des parents, tout Bien simplement. sûr, oui. Parce que l'éducation nationale, ça ne fait pas tout, en fait. Moi, je pense beaucoup à ça. Hein. Je pense beaucoup à l'éducation au sein du foyer. Dernière question, on revient à l'ADN de Norcia. Vous partez sur une île déserte pendant 5 ans, vous confiez votre argent à qui? À qui? Alors, Personne peut-être. ouais. Vous l'emportez avec vous, je ne sais pas. Bah, si je pars toute seule sur une île déserte, je le confie à mon mari sans hésiter parce Oui. qu'il essaie de se former à fond là-dedans. Il aime bien, c'est un truc qui l'intéresse. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui sait s'entourer de personnes qui vont l'éclairer justement et d'experts qui vont pouvoir l'accompagner là-dessus. Donc je sais que quand je reviendrai au bout de 5 ans, je retrouverai mon argent, peut-être même un petit peu plus. Et voilà. Surtout s'il a fait appel à des CGP. Eh mais c'est ce C'est qu'on ça. fait en ce moment en Parce fait. qu'il a l'air très intelligent, votre mari. Donc, sans Ah doute ouais. fait-il appel à des Ah, CGP. mais je vous le Tu as confirme. 30 secondes pour conclure, mon cher Philippe. Eh ben, écoute, c'était une interview fantastique. J'ai beaucoup aimé. Il y a une phrase que j'ai pas eu le temps de noter jusqu'au bout, de dire que la confiance se fait que par le respect de la Mutuel, ouais. le respect de la personne avec qui on travaille. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est très inspirant par rapport aux chefs d'entreprise que nous sommes tous ici autour de la table, c'est de se dire qu'effectivement, si on doit grandir ensemble avec ces équipes, eh ben, effectivement, la confiance est le point essentiel, mais il faut savoir respecter le travail de l'autre. Voilà. Et donc, je vous remercie pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Virginie. Je crois qu'on peut vous applaudir parce qu'on a passé un moment. On n'a pas vu passer d'ailleurs ce moment et c'était formidable. Restez avec nous à suivre. On va parler marché obligataire avec Taylor, juste après une page de pub et une nouvelle chronique consacrée cette fois à Norcia Life avec Axel Play et Alison Salgado. A tout de suite.